Bonsoir, chères intervenantes, chers modérateurs, deux modérateurs étudiants, ou résidents, ce qui est vraiment une révolution peut-être, en tout cas une innovation ici à la Maison Heinrich Heine. Je suis très heureuse que ça soit possible et que nous avons le plaisir d'avoir vraiment une dynamique qui vient de la part des résidents de cette maison et un résident allemand, Eric, qui est résident de la Biermanns-l'Apôtre. Le thème de ce soir, c'est la taxe carbone et de ses conséquences sociales. Je pense quand on est en France et quand on vit ce qui se passe presque tous les week-ends en France et ce qui a commencé entre autres avec la taxe carbone, on sait que les conséquences sociales, en tout cas dans les esprits, sont là. Et maintenant, il faudrait sans doute éclairer tout ce débat pour donner un peu plus je pense, de précision, notamment d'un point de vue de l'économie dans ce débat. Et c'est pour ça que j'ai bien accepté ce débat pour le mettre aussi dans le cadre de cette Université de la paix, la 5e édition. Et notamment parmi les contributions de cette maison et de ses résidents. Nous avons commencé hier avec une autre table ronde très intéressante où deux start-up en fait ont montré leur service, leur pensée et leur savoir-faire tout autour de l'utilisation, de la réutilisation des déchets. Et ce soir, donc, la discussion autour de la taxe carbone. Je suis très heureuse. Vous savez que cette maison est très attachée à l'Université de la paix, puisque l'initiative vient de cette maison. Nous avons été à l'origine de cette Université de la paix tout au début, pour la première qui a eu lieu en 2015. Bon, maintenant, je passe tout de suite la parole à nos deux modérateurs. Et je vous souhaite un bon débat et à vous aussi une bonne participation après. Oui, merci beaucoup, Madame Dreysen. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à la Maison Heinrich Heine pour cette table ronde qui s'intitule « Taxe carbone, quelles conséquences sociales ?» en cadre de l'Université de la paix. Moi, je suis Eric, comme Madame Dreysen a dit, je suis résident de la CTU et je suis étudiant d'économie. J'ai le grand plaisir de faire la modération de cette soirée. On verra si la modération, ça sera aussi un plaisir pour vous, parce que mon français, c'est encore un peu limité. Mais nous avons une solution juste ici. Et ça, c'est Antoine qui va faire la modération avec moi. Il est résident de la maison Heinrich Heine ici, étudiant des sciences sociales et développement durable. Et en plus, il parle parfaitement français. Il est français peut-être ? Bonsoir à tous. Oui, donc j'ai pas promis trop, vous avez vu. Donc, en tout cas, nous avons que nous deux ne sommes pas les personnes pour qui vous êtes venus. Donc, je suis très heureux de vous présenter nos trois merveilleux intervenants. Donc, ça c'est Kathleen Schubert. Elle est professeure des sciences économiques à l'École d'économie de Paris, Paris School of Economics, et à l'Université Panthéon-Sorbonne. Elle travaille sur l'économie de l'environnement et des ressources naturelles, macroéconomie dynamique et la théorie des croissances. Elle est l'auteur du livre « Pour la taxe carbone, la politique économique face à la menace climatique » et elle a publié dans de nombreux top journaux académiques. Elle est membre du Conseil d'analyse économique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est ancienne présidente de l'Association économique française. Et merci d'être venu. Et au milieu, c'est Myriel Chirelleux-Assouline. Elle est aussi professeure des sciences économiques à l'École d'économie de Paris, à Paris School of Economics, et à Paris 1. Ses recherches concernent l'économie de l'environnement et plus particulièrement la fiscalité environnementale et ses impacts économiques. Elle a publié de nombreux articles sur ce sujet dans les meilleures revues internationales. Elle est membre de la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement. Elle est vice-présidente de l'Association française des économistes de l'environnement et des ressources. Et
après les deux économistes, nous avons aussi Madame Sandra Wobian. Elle est directrice du pôle évaluation et société du CREDOC. Ça, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Ses travaux portent sur les opinions des Français et leurs conditions de vie. Elle est spécialiste du regard porté sur la cohésion sociale, la diversité, le lien social, la société collaborative et participative, les valeurs et la participation sociale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir pris le temps pour venir. C'est très gentil. Et comme vous savez, ce soir, nous allons parler de la taxe carbone. Juste pour vous donner le background, en octobre 2018, les manifestations des Gilets jaunes ont commencé en réaction à la hausse prévue de la taxe carbone des 7 centimes au litre de diesel et 3 centimes au litre d'essence. Face aux manifestations, le gouvernement a abandonné la hausse de la taxe carbone en décembre. Pour cette soirée, dans une première partie, nos intervenants vont vous expliquer la taxe carbone au général et dire pourquoi les économistes pensent que nous en avons besoin. Avec Madame Wobian, nous allons discuter des conséquences sociales et elle va aussi essayer d'expliquer la réaction publique, par exemple des Gilets jaunes. Dans la deuxième partie, les intervenants vont discuter ensemble si et comment nous pourrions améliorer la conception de la taxe carbone pour améliorer ses conséquences sociales. Et qui sait, en joignant les forces des experts économiques et de l'expert du bien-être de la société française, peut-être nous pouvons trouver une nouvelle solution et après nous allons dire à M. Macron. Et je propose que nous prenions 1 heure pour la discussion entre les intervenants pour avoir la dernière demi-heure ou 20 minutes pour vos questions. Et aussi, il y a les boissons après, donc il faut rester. Donc, pour commencer avec la première partie, parce qu'ici, nous sommes avec 2 économistes et Demi, c'est moi, la Demi. Et parce que la taxe carbone a été une idée des économistes, on voulait bien commencer par comprendre comment nous sommes arrivés ici. Donc ça, c'est un peu pour l'économie. En 2018, avec l'économiste américain William Nordhaus, pour la première fois, un économiste d'environnement a reçu le prix Nobel d'économie. Il a reçu pour son intégration du changement climatique dans les modèles économiques. Donc, Madame Schubert, comme professeur Nordhaus, vous avez travaillé beaucoup dans les modèles macroéconomiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et comment les sciences économiques se sont tournées vers l'environnement? Et pourquoi exactement Nordhaus a-t-il obtenu le prix Nobel? Et aussi, peut-être après, nous pouvons expliquer où voyez-vous que les économistes sont encore trop attachés à l'objectif de croissance et ils n'ont pas encore incorporé toutes les conséquences pour l'environnement ou les conséquences intergénérationnelles. C'est un programme vaste. Donc c'est bien en amont de la taxe carbone. Comment les économistes ont considéré l'environnement, mais en fait, pendant très très longtemps, ils n'ont juste pas considéré l'environnement. Ils pensaient que l'environnement, c'était quelque chose d'inépuisable, qu'on aurait toujours la nature à notre disposition, et donc que l'environnement, ce n'était pas une question, que ce qui était important, c'était vraiment les questions économiques, les revenus, la croissance, l'emploi. Mais l'environnement, c'était inépuisable, infini, pas de problème. Donc il y a eu quelques exceptions. Il y a eu Hotelling qui est resté célèbre parce qu'il a été le premier à s'intéresser au problème de la mine de pétrole ou la mine de charbon. Donc quand on a des ressources naturelles comme le pétrole ou le charbon, comment on les gère? Et puis il y a eu Pigou, donc ça Mireille en parlera, qui a pris une vision totalement différente. Donc je n'en parle pas pour l'instant. Et à part ces deux-là, pendant très très longtemps, donc rien à voir, pas d'intérêt vraiment des économistes pour l'environnement. Et les choses ont un peu changé au moment du choc pétrolier. Premier choc pétrolier, 1974, on a donc assisté à une très forte hausse du prix du pétrole. Et là, on a vu des conséquences importantes négatives sur l'économie. Et là, les économistes se sont dit, tiens, quand même, les ressources naturelles, c'est quelque chose qui peut être important. Et ils ont commencé à réfléchir à l'impact des ressources naturelles sur l'économie en termes de rareté, en se disant que c'était rare, les ressources naturelles comme le pétrole, le charbon, c'était quelque chose de fini en fait, et qui était extrêmement important pour notre activité économique. On a besoin d'énergie pour l'activité économique. Toute notre économie depuis la révolution industrielle est fondée là-dessus, sur l'utilisation de l'énergie fossile. Cette énergie est finie et rare.
Et donc, quand il n'y en aura plus, ça va poser problème. Donc ça, c'était les années 70, disons, 74, premier choc pétrolier. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux à la suite de ça, dans la macroéconomie, fondés sur une réflexion sur comment on allait s'en sortir pour continuer notre croissance économique, en prenant en compte cette rareté, en particulier la rareté de l'énergie. Et puis, finalement, la question de la rareté mettons dans les 10 dernières années est complètement passée au second plan parce qu'on s'est aperçu de la chose suivante. On s'est aperçu qu'en fait, le problème de ces énergies, c'est pas tellement qu'elles sont rares, c'est plutôt que quand on les brûle dans l'activité économique, ça émet des gaz à effet de serre et ça crée le problème du changement climatique. Et on a complètement changé de perspective. On est passé d'une inquiétude, disons, pour la rareté à une inquiétude sur la question du climat. Parce qu'on s'est rendu compte que si on brûlait dans l'activité économique toutes les énergies fossiles qui sont dans le sous-sol, on allait augmenter la température dans des proportions astronomiques, plus 5, plus 6, plus 7 degrés. Donc le problème, c'est plus la rareté, c'est le fait qu'elle pollue. Et là, là, on a commencé à réfléchir à la façon de lutter contre le réchauffement climatique. Et est apparu un nouveau pan, disons, de l'économie, qui est cette économie du climat, qui se fonde sur les apports de la science économique et qui essaye de comprendre comment lutter contre le réchauffement. Donc c'est là que Nordhaus peut-être rentre en scène pour répondre à votre question. C'est que c'est peut-être le premier économiste qui a proposé vraiment une économie du climat. Et il a proposé le premier de ce qu'on appelle des modèles intégrés. Donc, c'est des modèles économiques où vous avez une partie qui représente l'économie, le fonctionnement de l'économie, très simple, très simplifié, et puis une partie qui représente le fonctionnement du système climatique, qui est compliqué. Donc, vous avez des climatologues qui étudient ça dans des très, très gros modèles avec des théories très complexes. Mais en résumant, en simplifiant et en stylisant tout ça, on arrive à faire un petit module, disons, climatique qui représente l'essentiel du fonctionnement du climat. Et donc, en fait, ces deux types de modèles économiques et climatiques sont reliés entre eux. Vous avez une activité économique qui, en brûlant des énergies fossiles, émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ensuite, vous avez le module climatique, donc, qui incorpore ces gaz, qui, donc, utilisant les apports des sciences du climat, vous dit comment ces émissions se transforment en fait en augmentation de température. Et ensuite, ça reboucle avec l'économie, parce que le modèle économique vous dit, sachant ces augmentations de température, qu'est-ce que ça va causer comme dommage sur l'activité économique. Et c'est ça un modèle intégré. Donc vous avez ce bouclage, l'activité économique provoque les émissions provoquent un changement du climat, ce changement du climat provoque donc une augmentation de température, et ça provoque des dommages. Et c'est ça qu'a fait Nordhaus, le premier. Bon, depuis, il y en a plein des modèles comme ça. C'est ça son apport principal. Et je pense que alors, son modèle peut être beaucoup critiqué, il a énormément de défauts, mais il a le mérite d'avoir été précurseur dans ce domaine. Alors ensuite, ce qu'a fait Nordhaus et ce que font les économistes maintenant, c'est que considérant les dommages que provoque l'activité économique, suite aux émissions qu'elle fait, les émissions de gaz à effet de serre, les économistes ont calculé, Nordhaus le premier, a calculé ce qu'on appelle une valeur sociale du carbone. La valeur sociale du carbone, en fait, c'est la valeur, comment dire en termes simples, c'est le coût marginal des émissions de carbone. Alors, le coût marginal, c'est un peu du jargon économique, mais disons que c'est la valeur marginale du dommage créé par ces émissions. Voilà, pour dire les choses simplement. Et donc, Nordhaus a calculé ça pour simplifier beaucoup. Dans un monde économique simple, disons, cette valeur sociale du carbone, calculée par Nordhaus, représente idéalement la taxe carbone qu'il faudrait mettre pour lutter contre le changement climatique. Voilà, en gros. Oui, merci beaucoup. C'était clair. J'espère que c'était clair aussi pour les gens qui ne sont pas les économistes. Et c'était un parfait lien pour la deuxième question, parce que maintenant, je vais demander à Mme Chireleux-Assouline pour parler des instruments proposés exactement par les économistes de l'environnement. Pourriez-vous expliquer au public
et aussi, encore une fois, en particulier à celui qui n'est pas l'économiste, qu'est-ce que c'est une taxe carbone ou plus généralement une taxe verte? Ah, oui. Juste là. Oui, exactement. Oui. Pardon. C'est très simple et en même temps, c'est un peu difficile à comprendre. Quand on s'intéresse au comportement des pollueurs, hein, il faut bien voir qu'il n'y a quasiment pas de pollueurs qui polluent pour le plaisir. Personne ne pollue parce que c'est une activité souhaitée, mais parce que c'est la conséquence, hein, d'une autre activité. Donc, Kathleen a parlé du fait de brûler des énergies fossiles. Hein. Cette combustion provoque des émissions de gaz à effet de serre, mais la circulation automobile provoque aussi des polluants, l'émission de polluants de l'air. Tous ces polluants répondent au même principe. Les grandes entreprises, par exemple, qui polluent beaucoup l'atmosphère, hein, le font d'une certaine façon sans tenir compte des impacts que ça peut avoir sur les victimes de la pollution de façon très générale. Et ces impacts, on les appelle des externalités parce que ce sont des coûts qu'ils font subir à l'extérieur de leur activité, donc des coûts externes. Et c'est toute l'origine du problème, c'est ce qui a été pris en compte par Cécile Pigou, qui a été précurseur, c'est toute l'origine du problème. Si les entreprises étaient les seules à subir les dommages, donc ce qu'on appelle les coûts externes, les dommages provoqués par la pollution, qui réduiraient par exemple leurs profits, eh bien évidemment, elles mettraient en œuvre tout ce qui est possible pour réduire ces dommages, pour réduire ces coûts qu'elles subiraient. Comme c'est le reste de la société qui subit ces coûts, en dehors d'une intervention de l'État, il n'y a pas fondamentalement de raison pour que les pollueurs en tiennent compte. J'ai parlé des grandes entreprises, mais c'est vrai pour les automobilistes. Un automobiliste, lui, ce qui le préoccupe, c'est de se déplacer d'un point à un autre avec l'automobile qui est la moins chère, étant donné ce qu'il veut en faire. Et eh bien, ma foi, que ça pollue sur son passage, c'est une conséquence, c'est dommage. Mais il n'y a pas de véritable raison rationnelle pour que cet automobiliste en tienne compte. Et donc, il y a plusieurs façons de pousser les pollueurs à tenir compte des conséquences de leurs activités. Il y a la façon la plus souvent envisagée par les juristes, hein, c'est de dire il faut interdire. Il faut interdire, il faut limiter. Mais interdire, limiter, ce n'est pas toujours possible. Donc, la grande innovation de Cécile Pigou, c'est un homme, hein, Cécile sans eux, ça a été de dire, bien, puisque le problème, c'est que les pollueurs ne tiennent pas compte de ce coût supplémentaire qu'ils font peser sur la société, il faut trouver une façon de faire peser ce coût sur eux. Parce que dans ce cas-là, leur comportement, ce sera de réduire le comportement polluant, ce sera de réduire la pollution au maximum, par exemple, donc, en décidant d'utiliser un combustible qui émet moins de gaz à effet de serre, si ce sont les gaz à effet de serre qui sont taxés. Donc, le principe de la taxe carbone ou le principe de la taxe environnementale, c'est d'ajouter un prix là où il n'y en a pas. C'est de faire payer un prix à tous les comportements polluants, à toutes les émissions polluantes. Et ce prix, en fait, ce prix introduit un écart de prix entre ce qui est polluant et ce qui ne l'est pas. Ce qui provoque chez tous les agents économiques un comportement d'essai d'évitement de cette fiscalité. On va à ce qui est le moins cher pour rendre le même service. Et donc, si on renchérit ce qui pollue, ce que l'on voudrait éviter du point de vue de la lutte contre le changement climatique, eh bien, on va aboutir à ce que les agents réduisent ces activités polluantes. Et c'est le principe de toute taxe environnementale. Donc c'est un instrument économique qui, d'une certaine façon, pousse les agents à faire spontanément ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, sans leur interdire, sans leur limiter l'activité en question. D'accord, merci. Et juste une question, en général, la taxe carbone, c'est similaire aux autres taxes ou non, ce qui est très différent entre une taxe environnementale et une autre taxe ou un autre impôt, c'est que
les autres taxes et les autres impôts, pour l'essentiel, pour 95% d'entre elles, sont a priori instaurées pour obtenir un rendement fiscal, pour obtenir des recettes fiscales et pour financer quelque chose. C'est ça la motivation d'un impôt. L'impôt sur le revenu, la TVA, etc. C'est donner des moyens à l'État de financer des biens publics ou des services publics. Et le but initial de la fiscalité environnementale, ça n'est pas ça. C'est de provoquer des changements de comportement. Maintenant, il va y avoir des recettes fiscales. Et toute mise en œuvre intelligente de la fiscalité environnementale doit tenir compte du fait que ces recettes fiscales peuvent permettre de réduire le poids sur les contribuables de cette fiscalité. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter le poids de la fiscalité, ce n'est pas d'augmenter la pression fiscale, c'est de conduire les agents à essayer d'éviter cette pression fiscale. L'idéal, du point de vue de l'économie de l'environnement, ce serait que les agents, rationnellement, décident de ne plus recourir aux énergies fossiles et passent à d'autres énergies. C'est exactement le principe. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Je pense que c'était très bien expliqué. Merci. Donc, alors, en fait, ça a l'air comme une très belle idée, la taxe carbone. Mais la réaction publique en France sur cette taxe, c'était très négatif, en fait. Madame Wabian, je me tourne vers vous. D'après vous, qu'est-ce que les économistes, ou du moins les politiciens, n'ont pas vu ou pris en compte lorsqu'ils ont appliqué la taxe carbone sous cette forme pour qu'elle engendre une telle réaction citoyenne, notamment avec les Gilets jaunes ? Alors, pardon. Déjà, il faut quand même dire que le mouvement des Gilets jaunes, il a démarré sur cette taxe carbone, mais il s'ancre dans beaucoup d'autres difficultés, notamment des difficultés financières à gérer des budgets qui sont un peu sur le fil. Il faut savoir qu'une personne sur deux qui est gilet jaune est ouvrier ou employé. Donc c'est plutôt des personnes qui travaillent, mais qui ont des revenus modestes et qui sont donc sur un équilibre financier qui est vraiment très sur le fil en fait. Et il suffit qu'il y ait un petit changement. Ça peut être la taxe carbone, mais ça peut être la machine à laver qui tombe en panne, ou ça peut être un départ en vacances qu'il faut payer pour l'école pour un des enfants, ou peu importe. Ils se retrouvent dans une situation qui est compliquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre financière. Il y a un tiers des gens qui sont gilets jaunes qui ont des dettes, par ailleurs. Et très peu sont capables ont un petit matelas de sécurité. Il y en a seulement un tiers aussi qui dispose de 2 000 € d'avance pour pouvoir faire face à une dépense imprévue. Donc, la taxe carbone est venue sur ce terreau-là de fragilité financière, mais ce n'est pas le seul élément qui pose souci. Et là où peut-être il y a quelque chose qui pose souci dans la taxe carbone par rapport à ces populations-là, c'est justement l'idée de changement des comportements individuels et d'échelle de temps, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, sur le temps long, rationnellement, on peut se dire que si les impôts augmentent sur, par exemple, donc les carburants, petit à petit, les gens vont se mettre à changer de lieu d'habitation, à changer de mode de transport, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, qui prend des générations. Et à l'échelle d'un individu, d'un ménage, c'est extrêmement compliqué de déménager. Ça entraîne des coûts, à la fois des coûts financiers, mais également des coûts sociaux, parce que quand vous déménagez, il faut vous refaire un réseau autour de vous qui va, surtout pour des ménages qui, en fait, fonctionnent beaucoup dans la débrouille. Donc, ils utilisent aussi beaucoup les solidarités, on va dire, de quartier, le grand frère qui va garder les enfants, etc. Donc, et en fait, c'est surtout aussi que ce terreau-là, il intervient sur, en France, en tout cas, 15 ans d'augmentation continue des prix des logements. Notamment dans les centres-villes, mais pas que. Et du coup, toute une catégorie de la population qui s'est éloignée des centres-villes, soit en raison de ces coûts du logement, et donc qui finalement paye en transport ce qu'elle ne paye pas en logement, soit pour d'autres raisons encore, qui sont des raisons un peu de ségrégation sociale, c'est-à-dire le choix finalement d'aller dans un environnement qui sera un peu plus sécurisé, où on pourra mettre ses enfants dans une bonne école et où on a le sentiment qu'on maîtrise un peu plus finalement l'avenir de ces enfants. Donc les Gilets jaunes ne sont pas contre l'environnement, en fait. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils disent. Par contre, ils ont des difficultés à changer de mode de vie, en fait. Et après, il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'ils sont en colère. Alors, je ne sais pas si je développe ou si on en parlera
plus tard. On en Mais parle plus tard, ouais, peut-être. Je vais vous poser une deuxième question. Pour les résidents internationaux de la Cité qui sont dans la salle notamment, est-ce que vous pourriez peut-être aussi expliquer la dimension de la réaction et est-ce que cette réaction publique est normale face à une nouvelle loi? alors, en fait, personne n'était capable de prévoir ce mouvement précis. Par contre, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on parle de la distance aux institutions en France, du fait que les Français ont de plus en plus de méfiance vis-à-vis des gouvernements et vis-à-vis des politiques, quels qu'ils soient, d'une forme d'invisibilité sociale. Nous, on a travaillé sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'il y a 60% de la population qui a le sentiment d'être confrontée à des difficultés importantes que les pouvoirs publics ou les médias ne voient pas. Donc, ce n'est pas une petite partie de la population qui est dans ces situations-là. Et ça s'explique aussi parce qu'on est dans une société qui valorise la liberté individuelle. Donc aujourd'hui, pour être un être heureux et épanoui, il faut aller à la quête de soi-même toute sa vie, trouver son projet professionnel, devenir l'entrepreneur de son bien-être, etc., etc. Et donc toute cette mythologie autour de la liberté individuelle, elle a des conséquences qui sont que les gens ne supportent pas d'être entravés. Et finalement, la taxe carbone, c'est aussi quelque chose qui vient limiter leur liberté, alors que par ailleurs, ils ont déjà le sentiment d'être contraints. Merci beaucoup. Donc, qui sont exactement ces personnes qui sont contre la taxe carbone et est-ce qu'il y en a en France qui sont pour la taxe? Alors, nous, au CREDOC, on mesure depuis 40 ans un indicateur là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à payer des taxes pour l'environnement? Donc, ce n'est pas spécifiquement pour la taxe carbone, mais plus généralement sur l'environnement. En gros, on a un tiers de la population qui nous dit qu'elle est prête à payer. Et c'est très logiquement des gens qui sont plutôt diplômés, plutôt aisés, donc qui ont aussi un peu de marge de manœuvre, on va dire, pour accepter des impôts supplémentaires. Et pour parler des marches pour le climat, le 16 mars dernier, on était plus de 100 000 dans les rues. Comment on pourrait différencier les marcheurs pour le climat des gilets jaunes? Alors, je pense que sociologiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. Alors, je n'ai pas étudié les gens qui ont marché sur le climat, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais habituellement, quand même, on sait qu'il y a quand même un effet diplôme qui est assez fort sur le lien avec l'environnement, une forme de sensibilité qui est plus forte. Et chez les Gilets jaunes, on a, à l'inverse, beaucoup de gens qui sont peu diplômés. Mais quand on étudie leur discours, ils ne disent pas qu'ils sont contre l'environnement. Par contre, ils ont une forme d'attente un peu miraculeuse, qui est d'ailleurs pas spécifique aux Gilets jaunes, mais qui est présente dans toute la société française, que la technologie va venir sauver en fait, le monde et va permettre de continuer à garder ces modes de vie. Et ça, on a montré dans nos travaux que plus on est dans un pays riche, et plus on a le sentiment que la technologie va être un moyen finalement de s'en sortir, probablement parce que ça a été aussi un moyen de croissance dans beaucoup de pays. Juste une dernière question. Dans vos recherches, pouvez-vous déjà voir un effet de la taxe sur le bien-être des Français et de la société française? Un effet de la taxe sur le bien-être? Oui. Non, là, elle est trop récente. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a un effet du mouvement des Gilets jaunes sur le bien-être et sur la société française qui est assez important. Donc, on peut dire à deux échelles. Et notamment, une forme de pessimisme par rapport à l'avenir. Donc, on dit beaucoup que les Français sont malheureux, pessimistes, grincheux, etc. Ce n'est pas si vrai que ça. En revanche, ils ont un regard beaucoup plus négatif sur la société dans son ensemble que sur leur propre vie. Et avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu une petite fenêtre d'espoir qui s'était créée. Beaucoup de gens avaient eu le sentiment qu'ils allaient avoir un vrai changement, parce qu'il y a eu un changement au Parlement, parce qu'il y a eu quand même cette idée de mouvement qui arrivait, qui était un peu en dehors des partis politiques, etc. Donc il y a eu une vague d'espoir qui était assez inédite, puisque d'élection présidentielle en élection présidentielle, on voyait une diminution de la confiance dans l'idée que les nouveaux gouvernements pourraient changer quelque chose. Et depuis 1 an et demi, un certain nombre de mesures ont été mises en place et ont créé aussi un sentiment d'injustice fiscale très fort. Et on peut parler notamment, par exemple, de l'ISF. Donc c'est aussi la conjonction entre ces différentes taxes qui a fait une forme de précipité qui est arrivé à aboutir à cette colère. Je vous ai réservé une question sur l'ISF pour tout à l'heure. Donc, pour résumer le problème, nous avons besoin d'une régulation qui oblige les individus à internaliser leurs externalités. Ce mécanisme d'internalisation consiste en ce que le pollueur internalise dans ses coûts les dommages qu'il cause.
mais ces solutions peuvent souvent toucher les plus vulnérables et être perçues comme injustes. Donc nous voulons maintenant discuter de comment pourrions-nous améliorer la conception de la taxe carbone ou des instruments alternatifs et pour changer les conséquences sociales. Et avant tout, avant de parler de changement de conception de la taxe, pour améliorer ses conséquences sociales, il serait bien de savoir d'abord à quoi devraient ressembler ces dernières. Madame Moibian, je me retourne vers vous encore une fois. Si vous pouviez dire aux économistes, notamment, quel est l'objectif pour qu'ils puissent ensuite essayer de construire un instrument pour le réaliser, qu'est-ce que vous diriez ? Ça va pas être un exercice facile. Je serais mal placée pour dire aux économistes ce qu'ils doivent penser ou faire, mais là, on le voit de manière assez claire. En fait, on voit bien que les changements, l'élasticité, pour parler dans un jargon d'économiste, à un changement de prix dépend évidemment des conditions de vie. Et aujourd'hui, on a quand même cette thématique autour de la localisation des logements et notamment du prix des coûts des logements, qui fait que l'élasticité est finalement assez faible parce que vous allez avoir du mal. Aujourd'hui, les Français ont de plus en plus de mal à avoir de la mobilité. Il y a de plus en plus de propriétaires en France, mais c'est beaucoup chez les catégories aisées. Il y en a moins aujourd'hui chez les bas revenus qu'auparavant. Donc, accéder à la propriété, c'est difficile. On est dans un parc de locatifs dans lequel on a de plus en plus de personnes qui sont jeunes, de foyers monoparentaux, de personnes seules, donc qui ont des petits revenus. Donc, ils payent des loyers qui ne sont pas très chers, mais comme ils n'ont qu'un seul revenu, ça coûte de plus en plus cher. Donc l'augmentation de ces dépenses contraintes sur longue période, ces dépenses sur lesquelles on ne peut pas agir au début du mois, le logement, les assurances, les télécoms, etc. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30% des dépenses. Dans les années 60, on était à 12%. Donc c'est finalement vraiment un chemin de long terme. Et moi, je dirais que pour faire accepter la taxe carbone, il faudrait travailler sur le logement, en fait. C'est peut-être un autre levier, en fait. Et qui devrait être le plus touché par une taxe sur le carbone ? Et ceux qui polluent le plus ou ceux qui peuvent payer le plus ? Qu'est-ce que vous direz ? Alors, ceux qui polluent le plus, en fait, sont ceux qui peuvent payer le plus. Parce que, en fait, les hauts revenus, même s'ils sont très sensibles à l'environnement, même s'ils sont très engagés et qu'ils vont acheter des produits en vrac et du bio, etc., et faire attention à être en zéro déchet, par ailleurs, ils prennent l'avion assez régulièrement. Et donc, finalement, leur impact environnemental est très important. Et ça aussi, ça fait partie de l'exaspération des Gilets jaunes, qui ont le sentiment d'être, eux, taxés sur des déplacements de petite liberté, finalement, c'est-à-dire pouvoir aller le week-end sortir pas très loin de chez soi, tandis que des déplacements de longue distance, et notamment via l'avion, sont moins taxés. Alors ça peut être à tort ou à raison, mais en tout cas, il y a cet effet-là qui est très présent dans les esprits. D'accord, merci beaucoup. Dernière question, pardon. Comment nous pouvons savoir si les conséquences sociales sont trop sévères ? Et à l'inverse, comment on peut savoir, même si elles semblent très mauvaises, si elles ne le sont pas assez, parce que les générations futures vont devoir payer encore plus que nous ? Alors, sur les conséquences sociales, en fait, la population est tout à fait consciente du fait qu'il y a une menace climatique, mais ils ont le sentiment aussi que les individus doivent agir. Par contre, ils n'ont pas envie d'être les seuls à agir. Ils ont le sentiment, il y a une forme de fatigue des petits pas, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu un discours de responsabilité individuelle. Éteignez la lumière de vos appareils, mettez-les en veille, prenez une douche au lieu de prendre un bain, etc. Et donc les individus ont été baignés dans cette responsabilité individuelle, et aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être un peu les dindons de la farce, et qu'il faudrait qu'il y ait aussi des actions des principaux pollueurs, qui sont, à leurs yeux, les entreprises. Alors, bien entendu, les entreprises, les pouvoirs publics. Bien entendu, tout ça, c'est un système qui se tient, en fait. Effectivement, les individus, individuellement, ils ont des modes de vie qui polluent. Ce n'est pas seulement les méchantes entreprises qui polluent. Mais ils ont l'impression d'avoir une forme d'impuissance par rapport à d'autres organismes qui auraient plus d'impact, et notamment pour les générations futures. D'accord. Merci beaucoup, Madame Moibian. Madame Chiroleux-Assouline, est-ce que vous avez des idées comment nous pouvons changer la taxe carbone pour changer les conséquences sociales comme ça ? Et qu'est-ce que vous pensez des idées proposées par Madame Moibian ? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien à changer dans la taxe carbone elle-même.
En revanche, c'est dans sa mise en œuvre. Et la taxe carbone ne doit pas être mise en œuvre seule. Il faut qu'elle le soit dans le cadre d'une réforme fiscale qui est plus ample. Alors, ça ne veut pas dire non plus de tout bouleverser, mais ce que les économistes disent, mais depuis des années, c'est que puisque l'objectif n'est pas de financer quelque chose, les recettes fiscales qui sont apportées par la taxe carbone doivent être utilisées pour permettre l'acceptabilité de cette fiscalité par la population. Et ça devrait être fait donc à pression fiscale inchangée. Alors quand on dit pression fiscale, après, pression fiscale inchangée, il y a différentes possibilités, il y a différentes solutions pour faire ça. Il y a la possibilité de redistribuer directement une partie, enfin, soit la totalité de ces recettes, soit une partie de ces recettes aux ménages qui sont affectés. L'un des inconvénients de cette redistribution, c'est que si on redistribue beaucoup, on va compenser, en donnant beaucoup de revenus, on va compenser l'effet de l'augmentation des prix et on n'est pas sûr d'arriver à obtenir le résultat environnemental à la fin. Donc ça voudrait dire que ça ne servirait à rien. Il y a un moyen d'augmenter l'efficacité de la redistribution, c'est d'en redistribuer une partie sous la forme de réduction des charges sociales sur les plus bas salaires. Pourquoi sur les plus bas salaires ? Parce que ce sont ces salariés qui ont en règle générale une productivité plus faible que les autres et pour lesquels les entreprises sont très sensibles au coût du travail au moment de prendre la décision d'embaucher ou pas. Et donc plus on diminue le coût du travail sans toucher au salaire, mais en touchant au coût du travail pour les entreprises, et plus on peut favoriser l'emploi, provoquer une augmentation de l'activité, ce qui profite à ceux qui sont le plus touchés par le chômage ou par des bas salaires. Alors, le problème, c'est que ce discours-là est difficile à entendre par les populations concernées, qui ont l'impression qu'on leur ment. Mais là, on rejoint la méfiance envers les institutions, envers le gouvernement. C'est-à-dire que si on dit qu'on va redistribuer, le public craint que ce ne soit pas vrai, etc. C'est quelque chose qui a été fait en Suède, par exemple, qui a été fait dans d'autres endroits et avec un consensus, et ça a été beaucoup plus accepté. Et donc, c'est là la voie de la solution, c'est-à-dire redistribuer toutes les recettes et pour faciliter la confiance et l'acceptation, expliquer exactement ce que l'on fait de toutes ces recettes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu différentes revendications sur l'utilisation des recettes. Certains ont contesté le fait que la taxe carbone soit une taxe écologique parce que ces recettes n'étaient pas utilisées pour financer des dépenses environnementales. Sauf que lorsqu'on prélève 3 millions d'euros, ces 3 millions d'euros, on peut les redistribuer, mais il faut choisir. Il faut choisir et soit on en verse une partie aux ménages, une partie aux entreprises, une partie au financement de la transition écologique. Mais de toute façon, ce sera toujours qu'une partie à chaque fois. Donc, ce sont des choix politiques et qui sont difficiles à faire accepter. Mais ce serait le moyen, enfin, ce serait le seul moyen est de faire de la véritable pédagogie. Et qu'on ne dise pas que ça a déjà été tenté, parce que jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait comme ça. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, c'est... En France, ça n'a jamais été fait comme ça. Un autre professeur qui est aussi à l'École d'économie de Paris, Thomas Piketty, il propose de changer le ISF, l'impôt sur la fortune, pour faire payer plus d'impôts aux riches. Est-ce que vous pouvez expliquer au public le lien entre la taxe carbone et le ISF et comment ça va ou non changer les conséquences sociales ? Il n'y a aucun lien entre l'ISF et la taxe carbone. Il n'y a aucun lien direct. En revanche, dans la crise telle qu'elle vous a été expliquée là par madame, les personnes qui se sont insurgées contre la taxe carbone, un peu à tort d'ailleurs, parce que leur premier sujet de mécontentement, c'était la hausse des prix du carburant.
Et la hausse des prix du carburant, ils avaient augmenté d'à peu près 25 centimes, pour le faire rapidement, sur un an. Mais 25 centimes, seulement 5 centimes étaient dus à l'augmentation de la taxe carbone. Alors, elle était amenée à augmenter, mais je pense que les personnes qui se sont insurgées en novembre n'avaient absolument pas conscience de ce qui allait se produire dans le projet de loi de finances 2019. Un certain nombre d'associations et d'hommes politiques ont pris soin d'agiter les esprits contre la fiscalité écologique. Mais, et donc, dans ce contexte de crise où les personnes aux revenus les plus modestes et qui avaient le plus de difficultés à boucler leur fin de mois et se disaient que ça allait devenir de plus en plus difficile et que la fiscalité en France est injuste, eh bien, dans ce contexte-là, c'est pour cela que quelqu'un comme Thomas Piketty, mais d'autres, proposait finalement, alors je ne sais plus s'il le disait explicitement, mais moi ça aurait été mon point de vue, de ne pas renoncer à la taxe carbone, mais en revanche, s'il fallait renoncer à quelque chose dans les mesures fiscales qui avaient été prises jusqu'à présent, c'était à la réduction, à la suppression de l'ISF, parce que ça redonne des recettes fiscales à l'État, et de ces recettes, il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets, et donc s'il a jugé bon de s'en priver, c'est qu'il n'avait pas besoin de ces recettes, donc il peut les redistribuer et compenser du coup les effets de la taxe carbone. C'est là qu'il y a un lien, mais il n'y a pas de lien en soi. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Donc, Madame Schubert, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et peut-être faut-il utiliser un autre instrument par la taxe carbone pour attendre les conséquences sociales décrites par Madame Moirbien? En fait, je ne suis pas en désaccord avec tout ça. Il faut voir que la taxe carbone, en effet, c'est à peu près le seul impôt qui soit régressif, c'est-à-dire qui pèse plus sur les pauvres que sur les riches. Tous les autres impôts, bon, la TVA, ça se discute, mais l'impôt sur le revenu est calibré pour être progressif. Donc, en fait, les accises, donc la taxe sur l'énergie et les taxes sur le tabac, par exemple, sont des impôts régressifs. Et donc, un système fiscal avec des impôts régressifs, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. Et donc, c'est très important d'accompagner la taxe par quelque chose qui gomme ces effets régressifs. Alors après, parce que ce n'est pas ça qu'on veut, il n'y a aucune raison d'introduire des effets régressifs. Ce qu'on veut, c'est changer les comportements. Ce n'est pas punir plus les pauvres, ce n'est pas du tout l'idée. Donc, il faut introduire quelque chose. Alors après, comment il faut faire exactement ? Est-ce que ça doit être effectivement en baissant les cotisations sociales ? Alors sur les bas salaires, il n'y en a déjà plus, donc c'est quand même pas facile. Est-ce que ça doit être par une redistribution directe ? Ça, on peut discuter. Il n'y a pas de religion économique là-dessus. Je pense qu'on peut discuter. Ça dépend des opportunités dans chaque pays. Qu'est-ce qui va mieux marcher ? Qu'est-ce qui est le plus acceptable politiquement ? Ça peut être l'impôt sur le revenu des plus... Mais le problème, c'est que les très pauvres, ils n'en payent pas d'impôt sur le revenu. Oui, mais dans ce revenu. cas-là, c'est un crédit. Et ça veut dire redistribution. Oui, mais ça veut dire redistribution forfaitaire au plus bas salaire, mais différemment aux plus élevés. Oui, ok. Donc, bon, voilà. Peu importe les détails, ça, il faut redistribuer, c'est sûr. Après, ce que vous avez évoqué, jouer sur le prix du foncier, c'est super, jouer sur les villes, la forme des villes, réduire l'étalement urbain, c'est super, je ne suis pas du tout en désaccord avec ça. Le problème, c'est que ça va prendre 50 ans. Et là, comme me disent mes étudiants, vous êtes jeunes, mais nos étudiants, ils nous disent, mais madame, vous venez de perdre 50 ans. Votre génération, elle n'a rien fait pendant les 30 ou 40 dernières années pour lutter contre le changement climatique. Donc on n'a pas le temps, en fait. C'est ça le problème. Ça va prendre 50 ans si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du logement, il n'est pas régulé, qu'il y a eu quelques tentatives et qu'on est reparti en arrière. Et en France, on a vraiment une déconnexion entre les prix du logement et des revenus. Donc oui, c'est sûr que si on s'en occupe pas... C'est très long de changer ça. Oui. Changer la forme des villes, réduire l'étalement urbain. Mais sauf que c'est un peu illusoire de penser qu'en changeant le prix des carburants, les gens vont changer de mode de vie, en fait. Non, si... Si, les élasticités sont pas mais vous ne pouvez pas déménager. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens vont prendre moins leur voiture pour sortir. Ils renoncent finalement aux déplacements loisirs. Voilà. Il y a la moitié des déplacements en voiture qui sont pour moins de 2 km. Ça, oui, mais vous supprimez, vous prenez le vélo moins de 2 km. Non, alors je suis bien d'accord avec vous. Moi, je fais du vélo, j'habite à Paris, donc tout ça, c'est très facile pour moi. Je suis partie en vacances il n'y a pas longtemps vers Arles, donc il fait beau, c'est plat.
Mais tout est organisé pour la voiture. Et j'étais en vélo avec mes enfants. J'ai cru qu'on allait mourir 3 ou 4 fois. C'est vrai qu'il faut organiser. Donc en fait, c'est pas simplement on n'a qu'à se mettre à vélo. Il faut des pistes vélo. Oui, Il bien faut sûr. que ce soit Bien sécurisé. sûr. Il faut des éclairages la nuit. Tout Non, ça, c'est pas juste de la mauvaise volonté individuelle. Bien sûr, il y a des habitudes, et je suis d'accord avec vous qu'il y a aussi des gens qui habitent, il y a toute une partie, j'en parlais, de gens qui sont de la classe moyenne, en fait, qui ont choisi l'étalement urbain. C'est-à-dire que c'est pas seulement contraint. Enfin, on leur a dit de faire ça. Enfin, les politiques les ont incités à faire ça. Oui, enfin, il y a aussi un désir de non-mixité sociale, c'est-à-dire d'aller aussi dans un endroit où on contrôle les gens qui sont autour de nous. Donc, il n'y a pas que des classes moyennes contraintes, mais il y en a quand même. Enfin, je pense de toute façon que c'est pas exclusif. Vous voyez, que c'est deux choses qu'on peut faire en même temps. Oui. La taxe carbone et agir sur la ville. Et il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que vous avez parlé des autres instruments. Effectivement, on se dit les Français rejettent la taxe carbone. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Les autres instruments qui sont acceptés, évidemment, que les gens accepteraient, c'est les subventions. On va subventionner, au lieu de faire payer les activités polluantes, on va subventionner les activités vertueuses. Les gens qui polluent, on va subventionner les gens pour qu'ils ne polluent pas. Si on a plein d'argent à dépenser, c'est bien, moi j'ai rien contre ça, mais le problème c'est que où on va trouver cet argent, ça veut dire qu'il faudra augmenter d'autres impôts. Donc c'est hyper... c'est en fait, les gens ne se rendent pas compte de ces effets-là. Ils ne se rendent pas vraiment compte qu'en renonçant à la taxe carbone et en demandant que l'État favorise et subventionne les activités propres, en fait, ils demandent qu'on lève d'autres impôts ailleurs et qu'ils devront les payer au final. Donc c'est très compliqué. Et enfin, excusez-moi, sur le dernier point, on peut interdire aussi. Effectivement, on peut mettre des normes. Par exemple, sur les véhicules, après tout, pourquoi mettre une taxe? On pourrait très bien mettre des normes qui font que les émissions des moteurs, en fait, sont de plus en plus faibles. Bon, il y a eu des scandales Volkswagen qui montrent un peu les limites de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ces normes sont également des coûts, en réalité. Le constructeur auquel on impose des normes de plus en plus sévères sur ses moteurs, sur les émissions de ses moteurs, il va faire des moteurs plus coûteux, ça va lui coûter de l'argent de respecter ces normes-là, et donc il va augmenter le prix des voitures, et au final, les gens paieront bien pour ça. Et c'est tout aussi régressif que la taxe carbone. Donc c'est un problème très complexe. Voilà, j'ai pas la réponse. Donc, parce qu'il que faut faire. non, mais c'est très intéressant aussi les autres idées à côté de la taxe carbone, mais parce que vous avez juste parlé des Volkswagen, donc un sujet très important ici à la Maison d'Allemagne. J'ai aussi une question qui va intéresser J'ai fait un peu exprès, hein. Désolé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Parce que, en fait, oui, je peux aussi demander une autre question sur les voitures allemandes. Donc, comme vous savez, c'est un sujet très important en Allemagne. Mais pour le moment, la pollution dans les villes est également un sujet très important. Donc, en Allemagne, en fait, il existe des lois allemandes qui limitent le niveau de pollution dans les villes. D'accord? Donc, le gouvernement a mis les lois qui limitent le niveau de pollution. À l'heure actuelle, dans de nombreuses villes, la pollution est beaucoup plus élevée que ces niveaux. Donc, dans certains cas, les tribunaux ont même menacé d'interdire l'accès de certaines voitures trop polluantes dans les villes. Donc, vous avez compris que le gouvernement a juste dit oui, la pollution, ça peut être maximum comme ça, mais après, les gouvernements locaux, ils n'ont fait rien pour atteindre cette but. Donc maintenant, parce que c'est encore une loi, les tribunaux, ils ont dit oui, nous allons juste dire que certaines voitures ne peuvent pas entrer dans la ville. Et qu'est-ce que vous pensez de cette solution pour la France, par exemple? Kathleen Schubert, oui. On a un peu le même problème en France. En France, il y a aussi par exemple, quand on affiche la pollution de l'air à Paris, on a une idée de normes qu'il ne faudrait pas dépasser. Donc, il y a des jours où on dit qu'il y a des pics de pollution, c'est pas bien. Et il y a des systèmes qui ont été envisagés un peu de ce type-là. Par exemple, la circulation alternée, le fait de permettre aux voitures de circuler un jour sur deux dans certains cas, ou bien les vignettes qui consistent à repérer les voitures polluantes. Donc, il y a exactement le même problème en France. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Je ne suis pas sûre que l'acceptabilité de ces mesures soit très très bonne. Oui, donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux.
en Allemagne. Parce Oui, que- donc ça, je pense que le problème se pose de la même façon. Vous voulez dire? Oui, parce que par exemple, aussi, comme vous avez dit, les gens ont pensé que les moteurs des Volkswagen, ils ont pas polluants, mais en fait, ils ont. Maintenant, on sait. Donc maintenant, tout le monde qui a une voiture comme ça, il a un problème. Donc, mais aussi, c'est un truc très régressif aussi, parce qu'ils ont les gens les plus pauvres qui ont les voitures les plus polluantes. Donc c'est C'est le les même gens les plus problème pauvres avec qui ont les voitures les plus polluantes. Et puis pour la circulation alternée, comme on a proposé en France, les ménages assez aisés, disons, qui habitent en banlieue, qui ont 2 voitures, en fait, ils s'arrangent juste pour avoir des plaques. C'est fini la circulation alternée. C'est fini. Maintenant, c'est sur Bon. les vignettes critères, justement, Oui. sur les niveaux de pollution. Mais c'est régressif, effectivement, Régressif. puisque dans ce Oui. cas-là, ce sont les plus pauvres qui peuvent pas circuler. Donc, Non, c'est juste que je pense que c'est pas, que ces problèmes-là de pollution dans les villes sont vraiment universels. Et personne n'a envie d'asphyxier sa population avec comme c'est le cas en Chine, avec des degrés de pollution urbaine absolument catastrophiques. Et c'est toujours la même chose. Il faut trouver des solutions qui soient à la fois efficaces et acceptables. Et ça suppose de limiter la circulation automobile. Mais la circulation automobile, dans de nombreux pays, c'est le seul moyen, quoi. Donc, c'est le développement. Ça doit passer par le développement des transports en commun, Ouais. des choses Ouais. comme ça, évidemment, les bonnes politiques. Mais Et c'est là que la taxe carbone, en fait, des taxes de ce genre peuvent avoir un effet de modification de l'offre qui est proposée aux automobilistes. Parce que c'est uniquement... D'ailleurs, c'est à partir du moment où, en France, on a annoncé que la fiscalité sur le diesel allait rattraper la fiscalité sur le carburant ordinaire, que les industriels automobiles ont vraiment mis le paquet et se sont mis à proposer tous des modèles électriques. Des progrès ont été faits sur les batteries, sur l'autonomie des batteries, tout simplement parce qu'il est devenu... les perspectives de profit, les perspectives de rentabilité ont augmenté pour les constructeurs automobiles, pendant que décroissaient les perspectives de rentabilité sur le marché du diesel. Et donc, le fait de modifier ces prix, ça pousse une partie des consommateurs à se porter vers ces véhicules-là, ça augmente la rentabilité, ça pousse les constructeurs à faire de plus en plus de recherches et à développer des véhicules de plus en plus performants, ce qui diminue leur prix et ce qui permet de plus en plus à des consommateurs de se tourner vers ces produits. Pour la stimulation des transports collectifs, c'est la même chose. Aux États-Unis, où l'essence a toujours été à des prix faibles, tout est fait pour la voiture. Les prix seraient beaucoup plus élevés, il y aurait beaucoup plus de transports en commun. merci beaucoup. Nous avons encore beaucoup de questions, mais je pense que maintenant c'est le temps pour demander si vous avez des questions. Et On peut passer aux questions du public, monsieur. vous devez parler fort. Moi, je suis trader d'énergie climatique. Et donc, merci. Et donc, j'ai une question, en fait, j'ai 2 questions, en fait. Je veux parler d'une autre type de taxe de carbone. Je veux parler un peu des EUAs. Est-ce que vous croyez que ça serait raisonnable de mettre un floor sur les prix des EUAs? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi? EUA? EUA, oui. Ouais, ok. Donc, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de mettre un floor sur les prix des EUAs? Ça, c'est un. 2, vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment de subventions pour les gens qui font des travaux genre qui sont bien pour l'environnement. Ça, je ne sais pas si c'est vrai pour les particuliers, mais ça existe vraiment, pour les industriels. Par exemple, si une industrie qui fait des travaux pour être plus energy efficient, ou bien genre les gens qui font des travaux de genre les parcs d'éoliens et tout ça, ils obtiennent des CER ou des EUAs qu'ils peuvent revendre sur le marché et tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait peut-être une idée de faire des tax cuts pour des gens qui font pour des particuliers qui font des travaux pour leur immeuble ou n'importe quoi, et faire des tax cuts pour ces gens et puis taxer genre le carbone qu'ils utilisent? Ouais, est-ce que je ne sais pas si c'est très clair pour vous, ce que je veux dire.
de subventions, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des subventions, et en effet, il y en a, comme vous dites, mais que ça coûte de l'argent. L'avantage de la taxe, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc, les subventions, ça coûte de l'argent au budget public. Cet argent, il ne va pas tomber du ciel, il faudra le trouver quelque part. Et donc, ça veut dire qu'il faudra le trouver ailleurs, donc augmenter d'autres impôts. De toute façon, ça va revenir au même au final. Sauf si on se dit que la redistribution, elle sert à ces subventions, en fait. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la taxe carbone doit être accompagnée de redistribution. Mais ça veut dire qu'il faut quand même la taxe. Et d'ailleurs, par rapport à la forme de la redistribution, vous parliez tout à l'heure d'exonérer de charges les bas salaires. C'est quelque chose qui est indirect. Pour qu'il y ait vraiment un impact, il faut que les gens le voient. Donc il faut que ce soit par exemple un chèque énergie ou quelque chose où il y a finalement le sentiment qu'on voit bien matériellement comment est-ce qu'on récupère cet argent, parce que l'argent qui est dépensé dans les carburants, c'est une dépense qui est régulière et donc qui est une forme d'irritant qui revient de manière permanente. Donc il faut que la subvention, elle aille directement aussi aux ménages, en fait. Ça, c'est pour l'acceptabilité, oui. Pour l'acceptabilité. Parce que sinon, pour l'efficacité économique, c'est mieux de stimuler l'économie. Mais il peut y avoir un mélange des deux, de toute façon. Alors sinon, pour le prix plancher, moi, je pense que c'est une excellente idée parce que c'est très difficile d'expliquer aux ménages pourquoi ils doivent payer un prix du carbone plus élevé que les entreprises, que les grosses entreprises sur le marché européen. C'est très difficile. Donc, si vous pensez au marché du carbone européen, c'est même impossible de leur expliquer ça. Le marché du carbone européen qui concerne donc les grandes entreprises les plus polluantes, elles payent un prix du carbone qui est à peu près à 20 €, qui est moins de la moitié du prix du carbone que payent les ménages français. Donc, il n'y a aucune raison pour ça. Donc, je pense qu'effectivement, il faut trouver un moyen d'aligner ça. Sinon, c'est un élément d'injustice énorme. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils paieraient plus que les grandes entreprises ? Je vais me faire l'avocat du diable, hein, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas, mais si des entreprises disent que le prix du carbone devient insupportable et réduit leur profitabilité et les conduit à supprimer des emplois, ça sera pas plus accepté. Donc, c'est en fait un équilibre qui est assez compliqué, parce que quand on dit que les grandes entreprises sont soumises à ce prix du carbone qui est 2 fois plus faible, en fait, il y a même des grandes entreprises qui elles-mêmes ne paient quasiment pas de prix du carbone parce qu'elles reçoivent gratuitement ces quotas de carbone sur le marché européen. Et il s'est produit des moments dans l'histoire de ce marché européen où des entreprises en recevaient gratuitement, même plus que ça ne leur était nécessaire, et donc les revendaient, ce qui fait qu'elles faisaient même un profit avec ces quotas carbone sans avoir jamais rien payé. Et là, ces entreprises qui en recevaient gratuitement, c'était parce que sinon, elles étaient considérées comme trop affectées par la concurrence internationale, et pour éviter donc les pertes de compétitivité, et pour éviter que ces entreprises ne disent très bien, si on est taxé quand on est en Europe, alors on va aller produire la même chose, ou on va arrêter de produire nous en France et ce seront des concurrents qui produiront à l'étranger, ou les mêmes, nous arrêtons de produire en Europe et nous allons à l'étranger. Donc c'est assez compliqué tout ça. Il y a peut-être une dimension qu'on n'a pas du tout abordée aussi ce soir, qui est celle du compromis et du consensus. Comment est-ce qu'on arrive au compromis et au consensus ? Parce qu'on voit bien que là, en fait, on est les uns contre les autres, c'est-à-dire les particuliers qui disent pourquoi ce serait moi qui payerais, les entreprises qui disent moi, il faut bien que je sois compétitive dans un environnement mondialisé, les pouvoirs publics qui disent j'ai plus d'argent dans mes caisses. Donc on est dans une situation finalement, et ça c'est pareil à l'intérieur des particuliers, parce que les bas revenus ont l'impression de ne pas être assez aidés, les classes moyennes ont l'impression de payer trop d'impôts et d'avoir pas assez d'allocations, et les hauts revenus ont l'impression de payer toute la misère du monde. Donc en fait, on est dans une société aujourd'hui où tout le monde a l'impression d'être perdant. Et ça a quand même beaucoup trait à la façon dont on considère qu'on peut faire du consensus, du compromis. Et tout à l'heure, on parlait d'acceptabilité, donc de choses qui viennent du haut, en fait, qui doivent être acceptées en ayant de la pédagogie ou en ayant des explications. Et aujourd'hui, on est dans un moment de société où ça ne peut plus fonctionner comme ça, en fait. Ça doit fonctionner avec du consensus, avec du compromis,
dans une société qui est organisée sur la liberté individuelle. Donc c'est là où on a un petit changement quand même de valeur à faire, en tout cas en France. Parce que si on veut du compromis, il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on accepte un peu d'humilité, un peu de remise en question, et qu'au niveau démocratique, on ait aussi des lieux, des endroits pour pouvoir créer ce compromis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans du compromis, on est dans la lutte des uns contre les autres, des intérêts des uns contre les autres. Donc effectivement, en ce moment, la période qu'on vit avec le grand débat, etc., après on peut le critiquer, il y a tout un tas de discussions, mais en tout cas, il y a une vraie question sur cette démocratie et comment est-ce qu'on la fait fonctionner pour arriver à du compromis. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question par rapport à la notion même de la taxe carbone, puisque là, j'ai l'impression qu'on en parle seulement dans le contexte des carburants, mais toutes les activités qui sont à l'origine des émissions devraient, en théorie, être taxées pour internaliser les coûts externes. Et cela résoudrait aussi le problème que vous avez décrit, que cette taxe actuelle est régressive. Mais si on arrive à trouver un système où on taxe vraiment toutes les activités qui génèrent des émissions, si on calcule, je sais pas, l'empreinte carbone des produits qu'on achète, si on arrive à taxer les billets d'avion, etc., c'est là où une taxe carbone pourrait vraiment être efficace et mériterait vraiment le nom de taxe carbone. Et est-ce qu'il y a un vrai débat dans le monde académique en ce moment là-dessus, ou est-ce que la taxe carbone est toujours conçue comme une taxe sur les carburants pour les voitures en ce moment? Non, la taxe carbone, enfin, son objet, c'est de taxer toutes les émissions carbone. Après, c'est une question davantage politique ou de mise en œuvre de la politique économique qui a conduit à ce que certaines activités ne soient pas taxées ou pas de la même façon. Mais sinon, pour les économistes, c'est clair, ce sont toutes les émissions carbone qui devraient être taxées à un prix du carbone qui est le même pour tous. Maintenant, c'est soit l'histoire, soit la façon dont les politiques peuvent être décidées et mises en œuvre qui ont fait que actuellement, ça n'est pas le cas. Mais initialement, la mise en place du marché européen de quotas carbone visait à faire payer un juste prix, le juste prix du carbone à tous les intervenants. D'un point de vue théorique, si on arrivait à déterminer le bon niveau de quotas de carbone à mettre sur le marché, on obtiendrait exactement le même niveau de taxe que celui que l'on peut calculer par ailleurs pour être mis en place. En fait, on n'est pas à ce qu'on appelle l'optimum ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ni le taux de taxe qui est mis en place pour les consommateurs n'est vraiment au niveau qu'on pense être pour les économistes le niveau optimal. Dans une première trajectoire, on pensait qu'en 2030, il fallait que ce prix soit à 100 € la tonne. En fait, d'une certaine façon, il faudrait qu'il soit dès maintenant à 100 € la tonne. Sauf qu'on a prévu une trajectoire progressive pour laisser justement le temps de l'adaptation aux ménages. Donc déjà, on n'est pas au bon niveau. Et de l'autre côté, sur le marché des quotas, il faudrait avoir mis en circulation une quantité beaucoup plus limitée de quotas pour que le prix se mette au même niveau que la taxe carbone. Et alors le fait d'avoir deux instruments, mais l'Europe avait pensé au moment de la négociation du protocole de Kyoto que ce serait une meilleure façon de faire entrer les États-Unis dans la négociation, que ce serait une meilleure façon de faire accepter par les entreprises un instrument carbone que de mettre en place un marché. Donc maintenant, on se retrouve avec deux types d'instruments. Dire juste un mot là-dessus, pardon. Puisque vous avez parlé des avions, donc il y a ce problème du marché du carbone, effectivement, mais il y a aussi le fait que il y a certains acteurs qui sont exemptés, parce que finalement, les ménages, c'est ceux à qui c'est le plus facile de faire payer. Bon, pas si facile que ça, on vient de le voir, mais c'est quand même le plus facile. Et les acteurs qui sont exemptés, c'est principalement donc, le transport aérien, le transport routier de marchandises,
Et puis, dans les choses qui ne sont pas du domaine du transport, en fait, les agriculteurs et le BTP, disons, les engins non roulants de BTP. Bon, il y a toutes des bonnes raisons historiques pour ça. Par exemple, pour l'aviation, il y a eu une époque, il y a très longtemps, on s'est dit qu'il fallait favoriser les avions, les vols en avion, et donc on allait les exempter de taxes au niveau international. Il y a eu une convention pour ça. C'était bien avant qu'on commence à parler du climat. On ne faisait pas du tout attention aux émissions. Et maintenant, on est coincé avec cette convention internationale. Et un pays tout seul ne peut pas revenir là-dessus. C'est très, très compliqué. Et donc, voilà, c'est l'histoire. Et en fait, toutes ces exemptions, elles sont extrêmement difficiles à supprimer. Par exemple, les routiers. Imaginez que vous vouliez supprimer l'exemption des transporteurs routiers. Il va y avoir la France qui va être bloquée directement. Les agriculteurs, c'est pareil. C'est béret rouge, là. Et donc, Enfin, bonnet rouge, pardon, j'avais oublié. Donc c'est très clair. Vous avez parfaitement raison. Il faudrait que tout le monde paye la même chose. Simplement, à cause de l'histoire, on est coincé dans un système avec des exemptions que personne ne veut lâcher, bien sûr. Et donc, voilà. Et sur la taxation, par exemple, du kérosène, ce qui est frappant, c'est que le kérosène n'est pas seulement exempté de taxe carbone, il est exempté de toute taxe sur l'énergie. C'est-à-dire que là où ça représente 60% du prix des carburants pour les particuliers, il n'y a rien sur le kérosène. Donc imaginons qu'on le taxe à hauteur de ce qui serait nécessaire. Donc là, les prix des billets d'avion augmentent. Un certain nombre de compagnies low cost fait faillite ou proposent des billets qui sont désormais beaucoup plus chers. Qui en pâtit le plus ? De toute façon, ce seront les pauvres. Ce seront ceux... Ah non, mais attends. Le low cost, c'est pas les pauvres qui prennent le low cost. Ceux qui prennent le low cost, qui prennent l'avion, c'est plutôt des publics aisés. En fait, ne serait-ce que partir à l'étranger, par exemple, c'est une pratique de public aisé. Donc, il ne faut pas croire que le low cost, c'est pour les pauvres, en fait. Oui, alors, c'est pas pour les plus pauvres. C'est pas pour les plus pauvres. C'est pas pour les plus pauvres. Il se trouve quand même qu'il y a... la massification du tourisme, c'est quand même un phénomène qui est dû au bas prix des billets d'avion. Oui. Et donc, alors, ça ne touchera pas forcément les plus pauvres, de la même façon que certains n'ont pas de véhicule non plus et ne sont pas touchés par la taxe carbone, mais fondamentalement, il y aura une opposition du même genre. Enfin, c'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose qui est sans compter. En fait, je me fais l'avocat du diable parce que je souhaiterais que le kérosène soit taxé exactement comme les autres carburants. Maintenant, j'imagine tous les arguments qui peuvent être donnés pour refuser ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas mis en place. Voilà. Bonsoir et merci pour vos interventions. On parle du carbone, mais en fait, il y a plein d'autres sources de pollution environnementale, sociale. Et j'ai l'impression qu'en fait, les entreprises, les particuliers, l'État se concentrent uniquement sur la valeur économique qui est créée ou détruite. Et est-ce qu'il ne faudrait pas inclure des systèmes de mesure de valeur sociale créée ou détruite, valeur environnementale créée et détruite, que ensuite les entreprises devraient mesurer, puis on verrait clairement quels sont les impacts économiques, sociaux et environnementaux créés et ou détruits par nos activités en fait. Le problème de ça, c'est qui paye, qui accorde de la valeur à ça en fait. La seule chose qu'on peut peut-être mettre en place, c'est toutes les techniques de shaming, c'est-à-dire en fait effectivement à partir de classements, pointer du doigt finalement les entreprises qui se comportent pas de manière responsable. Mais sinon, même si on fait des classements, en fait, il n'y a pas de valeur économique en fait en face. Non, mais moi je suis bien d'accord, mais comment dire, on peut le faire, ça serait des obligations légales. Il y en a plein des obligations légales au niveau social, environnemental. Les entreprises doivent remplir chaque année des comptes rendus avec tout un tas d'indicateurs. Il y en a déjà un certain nombre. En fait, pour qu'il y ait vraiment un impact, il faudrait qu'il y ait, presque comme dans les pays anglo-saxons, des campagnes de shaming où on dit regardez, celui-là, il fait vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Et là, du coup, les consommateurs se mettent à boycotter et ainsi de suite. Sinon, il n'y a pas de conséquences, en fait. C'est ça la difficulté. Il y a quelque chose qu'on voit quand même apparaître un petit peu. Bon, c'est juste partiel comme réponse, mais c'est des mouvements
par exemple, dans les grandes universités américaines, il y a ça, mais pas que, hein, de gens qui disent qu'il faut désinvestir, qu'il ne faut plus investir dans les pollueurs, et en particulier dans les grands producteurs d'énergie fossile. Exxon, Total. C'est vrai que si la société arrête d'acheter des actions de ces pollueurs, ça peut avoir un effet. Donc c'est un peu comme du shaming, c'est la même chose. C'est des mouvements d'opinion, en fait, c'est des mouvements qui essayent d'entraîner l'opinion pour sortir des portefeuilles financiers les actions de ces grands pollueurs. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien, mais c'est un peu. Ça existe un peu déjà. Il y a un autre levier qui est aussi beaucoup dans les représentations, c'est finalement tout ce qu'il y a autour de notre société de consommation. C'est-à-dire qu'on a parlé des dépenses contraintes, du fait que les gens se sentent obligés de dépenser, mais il y a aussi une consommation frénétique, en fait. Par exemple, aujourd'hui, on a 75% des Français qui ont des smartphones. Il y a 7 ans, ils étaient 11%. Donc juste en 7 ans, on est passé de 11 à 75% de la population. Et du coup, avec les smartphones aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas c'est beaucoup plus difficile de s'intégrer dans la société française parce que les services publics se sont mis à proposer des applications pour smartphones, les services privés également. Donc on est aussi dans une société un peu frénétique au niveau de la consommation. Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu une voie à proposer par rapport aux particuliers pour s'échapper de ce monde qui ne crée pas forcément non plus du bonheur et du bien-être, puisque on sait qu'il y a un lien entre niveau de vie matériel, revenu et bien-être, mais il n'est pas mécanique. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où on va un petit peu trop loin dans cette promotion permanente du bonheur qui va arriver parce qu'on va acheter un nouvel objet. Donc, autant sur les catégories modestes, on peut comprendre qu'elles soient contraintes, autant sur le reste de la population, il y a peut-être un petit peu de comportement qui pourrait changer aussi par un changement des valeurs, en fait, et de ce qu'on valorise dans la société. Mais bon, c'est encore plus un non-travail que celui du logement. Vous pensez par exemple sans parler de carbone, pensez à la viande, le bœuf. Oui, voilà, exactement. Et ben voilà, typiquement, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui arrêtent de manger tous les midis des beefsteaks parce que c'est quasiment aussi efficace que de lutter contre la combustion des énergies fossiles. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses à faire et qu'il y a des évolutions sociales, que tout ne passe pas par l'économie. Il y a des évolutions sociales, des changements d'habitude, par exemple d'habitudes alimentaires, des changements d'habitudes de consommation qui sont en train d'apparaître. Alors là, pour le coup, dans les questions d'habitudes alimentaires, il se trouve que souvent, ce qui est bon pour la planète, c'est bon aussi pour votre santé. Donc ça aide. Pardon ? D'accord. Juste une réflexion, parce que dans le grand débat actuellement, il y a un thème qui a émergé, c'est la proximité des services, la desserte médicale. On voit très bien qu'une partie de la population regrette que tout devient plus éloigné, des choses qui ne peuvent pas être remplacées par l'application. C'est en partie poussé par, bien sûr, l'État, par l'efficience, etc. Ça rejoint un peu cette réflexion sur l'élasticité des gens. Est-ce qu'il ne serait pas possible de, donc, du coup, aussi pousser plus loin la décentralisation et donner les moyens qui sont récoltés par une taxe carbone, les donner aux communes, aux départements, aux collectivités territoriales pour qu'ils puissent eux-mêmes réfléchir à comment mieux organiser les services, les pistes cyclables, qu'est-ce qui est adapté à leur territoire. Pas une solution qui vient de l'État, avec une solution pour tout le monde, mais vraiment laisser émerger des solutions locales adaptées aux besoins de la population. Est-ce que ça serait quelque chose qui est possible? Je comprends que ça change un peu de modèle, etc. Ça pousse un peu loin. Mais pour moi, ça semble être assez évident qu'il faut aller vers là pour convaincre les gens de l'intérêt de cette redistribution. J'ai une question qui est assez proche. Est-ce qu'on pourrait envisager une taxe carbone qui soit différenciée en fonction des territoires? Et notamment parce qu'on oppose souvent les urbains qui ont des possibilités de substitution et les ruraux qui n'ont pas de moyens autres de mobilité. Et est-ce que c'est possible, notamment d'un point de vue juridique? Je ne sais pas si vous savez. Bonsoir, j'ai deux questions en fait, si c'est possible.
La première, c'est pour Madame Mireille. En fait, vous avez dit que l'augmentation des prix du carburant, c'était, la taxe représentait 5 centimes par rapport aux 30 ou 40 centimes. Donc moi, ma question, c'est pourquoi le prix a augmenté, sachant que le prix du baril sur l'international, il est en baisse. Il est à $50 au sec. On ne parle pas de la même période. Sur l'année qui a précédé les mouvements des Gilets jaunes, le prix à l'international avait énormément augmenté et donc avait contribué pour 20 centimes à la hausse de 25 centimes. Ensuite, le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Le prix a rediminué. Maintenant, il est en train de réaugmenter, le prix à l'international. C'est-à-dire que les fluctuations du prix à l'international, pour l'instant, et au niveau actuel et même les niveaux qui étaient prévus pour la taxe carbone, ce sont les fluctuations des prix internationaux qui font l'essentiel de ces fluctuations de prix. D'ailleurs, la taxe carbone avait été introduite à un taux plus faible en 2014 et elle avait augmenté déjà en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Les consommateurs ne s'en sont pas rendus compte, parce que les prix à l'international avaient diminué entre le moment de l'instauration de la première taxe. Et donc, ça a été totalement indolore. La grande responsabilité du gouvernement de l'époque et du suivant, ça a été de ne pas expliquer, de ne pas alarmer, de ne pas dire aux automobilistes « Attention, nous sommes en train… » Ils l'ont dit aux députés, mais ils n'ont pas fait des grandes campagnes d'information, ce qui fait que… personne n'y a réellement fait attention et personne ne s'est préparé à des augmentations de prix potentiellement très importantes. Merci. Et ma deuxième question, c'est pour la chercheuse du CREDOC. C'est dommage qu'il n'y a pas un représentant des Gilets jaunes pour nous répondre. Mais je voulais savoir, c'est quoi votre explication pour la violence des manifestants, enfin quelques manifestations. Voilà, merci. Je peux peut-être dire quelque chose sur l'aspect rural-urbain. En fait, quand on regarde de près, les gens qui sont le plus touchés par la taxe, ce n'est pas tellement la distinction rural-urbain qui est importante, c'est les équipements en fait, qu'ils ont. C'est-à-dire que les gens qui sont chauffés au fioul par rapport aux gens qui sont chauffés à l'électricité, par exemple, ils sont beaucoup plus touchés. Les gens qui ont une voiture diesel par rapport aux gens qui n'ont pas de voiture, ils sont beaucoup plus touchés. Bon, maintenant, il y a un lien, et redistribuer en fonction des équipements, ça, c'est pas possible. Il faudrait aller voir ce que chacun a, c'est juste pas possible. Il y a un lien, mais qui n'est pas parfait, entre la nature des équipements et la localisation géographique. C'est vrai qu'il y a plus souvent des gens qui ont du diesel et du chauffage au fioul dans les campagnes qu'à Paris, c'est évident. Donc, de ce point de vue-là, une redistribution géographique n'est pas absurde. Introduire des critères géographiques n'est pas absurde. Après, la question que vous posez, c'est comment le faire concrètement ? Parce qu'il y a quand même un principe d'égalité devant l'impôt. Et bon, alors ça, il pourrait être en fait, enfin je ne suis pas spécialiste, hein, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'entends dire, qu'il pourrait être légitime de distinguer, de moduler la taxe en fonction de l'existence ou pas de transport en commun à proximité. Il y a un truc qui s'appelle les zones de versement transport. On a déjà ça. C'est les zones où les entreprises payent pour les transports en commun de leurs... on a ça à Paris, hein, de leurs employés. Donc là, on sait qu'il y a du transport en commun. Et donc peut-être, ça pourrait être une piste pour moduler un peu la taxe carbone, pour prendre en compte ça. Mais on n'est jamais sûr que juridiquement, ça va passer. Donc il faudrait vraiment regarder de façon plus approfondie. Mais c'est une bonne question. Et pour votre question, vous pouvez me la redire. Donc c'est juste le fait de redistribuer aux collectivités ah oui. Pour financer les transports publics. Eh ben, je pense qu'on a fait une grave erreur. Mais moi, en tant qu'économiste, j'ai fait ce raisonnement faux moi-même. Hein, donc on s'est dit il y a quelques années qu'il y avait des services publics qui coûtaient atrocement cher. Par exemple, un village dans la montagne, faire venir le facteur tous les jours en faisant 10 km en voiture pour aller porter une lettre ou un journal à 2 personnes, on s'est dit, c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher, il faut supprimer ça. On ne s'est pas du tout rendu compte, donc d'un point de vue économique, ça avait du sens. On ne s'est pas du tout rendu compte que, faisant ça,
eh ben, les 2 personnes en question, là, les plonger dans l'isolement noir et le plus total, et que le facteur, c'était la seule... bon, voilà. Donc, on a fait je pense que, en raisonnant en pur terme d'efficacité économique, en effet, on a fermé les services publics de proximité, et ça a été des erreurs. Il y en a d'autres, c'est plus discutable. Hein. L'hôpital, bon, fermer les petits hôpitaux, certes de proximité, mais au mauvais service, ça c'est plus discutable. Je crois qu'on a été trop loin, en effet. Donc, de même qu'il y a l'égalité devant l'impôt, ces gens-là, ils payent des impôts. Ils aimeraient aussi avoir les services publics. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Sauf à dire que l'objectif de la taxe carbone, c'est donc de faire déménager les gens, en fait. C'est-à-dire que finalement, ils aillent en métropole et que écologiquement, économiquement, tout le monde se rassemble pour rationaliser, en fait, les... Voilà. Mais alors là, c'est brutal. C'est brutal, quand même. C'est brutal. Mais effectivement, il faudra arriver à une densification de l'habitat. Éviter l'étalement urbain, éviter des installations qui sont trop loin de tout transport collectif, etc. Maintenant, enfin, moi, je me pose la question de la responsabilité des banques au moment d'accorder des prêts, par exemple, parce que les banques accordent des prêts pour acheter des logements en faisant des calculs sur la charge que va représenter le logement dans le revenu. Je ne sais pas. Alors peut-être certains le savent, je ne sais pas s'ils tiennent compte à ce moment-là du coût du transport. Parce que forcément, si on ne tient pas compte du coût du transport, il devient aussi beaucoup plus facile d'acheter à la limite de sa capacité de remboursement ou de sa capacité de paiement, donc de l'équivalent d'un loyer, sauf que c'est un remboursement. Alors pour les locataires, c'est pareil, mais sauf que c'est... Bon, il y a beaucoup d'achats aussi très éloignés. Donc, mais pour les locataires, c'est pareil. Hein. Des locataires vont être acceptés à la limite de leur capacité de paiement. Sauf que si on n'a pas pris en compte les dépenses de transport, c'est là que ça devient insupportable. La moindre augmentation des dépenses de transport devient absolument insupportable. Si ça avait été anticipé, forcément, au moment des décisions d'achat, d'installation, il y aurait moins d'intérêt à s'éloigner autant. Sur la radicalité, peut-être juste. Oui. Sur la radicalité des Gilets jaunes, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 40 ans, la proportion de Français qui considèrent qu'il faut changer radicalement la société française est en augmentation régulière. Donc la radicalisation, si je puis dire, des Gilets jaunes, ça ne concerne pas que les Gilets jaunes, c'est un mouvement plus général qui a trait à la défiance dans les institutions, dans le fait qu'on a le sentiment de ne pas être entendu, etc. Et après, sur les actions radicales, en fait, ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce sentiment d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on est dans une période où chacun a envie d'être un individu qui est reconnu en tant qu'individu, qui va pouvoir exprimer sa liberté. Et au niveau individuel, on comprend bien que c'est tout à fait légitime. On a tous envie d'être un individu libre et qui fait ses choix en fonction de son âme et conscience. Mais au niveau collectif, ça crée un espèce de déficit de reconnaissance immense. Or, on est dans une société où on est sans arrêt sollicité, où l'attention est rare. Et donc, pour capter l'attention, finalement, cette radicalité, elle est instrumentale, c'est-à-dire qu'elle sert à capter l'attention. Et on peut faire le parallèle avec la marche pour le climat, qui, par exemple, a rassemblé autant de manifestants que les marches des Gilets jaunes, et qui ont eu un écho médiatique bien moindre. Et c'est finalement le fait d'avoir été cassé des choses sur les Champs-Élysées ou d'avoir des actions violentes qui a attiré l'attention. Donc il y a une forme de radicalité instrumentale aussi, c'est-à-dire pour capter l'attention des médias, des pouvoirs publics. Et d'une certaine manière, il y a eu une certaine forme de gain de cause, puisque les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron ont fait de la redistribution. L'école de l'économie de Paris a montré qu'il y a eu un effet direct sur ces classes moyennes inférieures qui ont récupéré un peu de pouvoir d'achat avec les mesures qui ont été annoncées. Donc on n'est pas dans l'émotion complètement déchaînée et débridée. Il y a de l'émotion, il y a de la colère, mais elle a aussi un objectif en fait. Merci infiniment, mesdames, pour vos interventions. Merci au public. Je pense qu'on peut applaudir.